Peekaboo. Je m'ennuyais assez souvent quand j'étais à la maison. Je ne savais pas quoi faire et j'avais très peu d'amis que je ne pouvais d'ailleurs pas inviter chez moi pour une longue période. Du coup, lorsque j'ai vu cette publicité, j'ai cru halluciner. Une poupée. C'était une poupée assez banale en soi. Quand je l'ai vue la première fois à la télévision, cependant, elle était capable de jouer à cache-cache avec nous quand on la programmait pour ça. Si j'avais cette poupée, j'étais sûre que je ne m'ennuierais plus jamais toute seule chez moi, étant donné que j'aurais une amie. J'en informa ma mère qui me dit qu'elle m'en achèterait une pour mon anniversaire qui arrivait dans pas moins de 2 mois. Et vu qu'on était au début des vacances d'été, ça allait être facile d'attendre. 2 mois plus tard, les vacances se sont terminées et j'ai maintenant ma poupée. Quand je l'ai eue, j'étais tellement heureuse que je suis partie la tester de suite dans la maison. Vu que cette dernière était assez vaste, le cache-cache était assez difficile. Enfin, difficile pour elle, étant donné qu'elle marche lentement. Donc, le temps que je compte jusqu'à 20, elle était toujours devant moi et avait à peine eu le temps de faire 2 mètres. Bien que je ne sois pas très capricieuse, cette fois, je me sentais mal. J'avais l'impression qu'on s'était joué de moi. Je jeta la poupée contre le mur avant de me plaindre auprès de ma mère. Cette dernière m'a dit qu'elle allait voir le fabricant le lendemain pour voir ce qui n'allait pas, ce qui me rassura d'ailleurs. Je suis repartie dans ma chambre pour voir si je n'avais pas trop endommagé ma poupée en la balançant contre le mur. La poupée était assise sur mon lit et à moins que quelqu'un l'ait déplacée pour moi, elle n'avait rien à faire ici. Le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre que ma mère et moi dans cette maison. Au final, je n'y ai réellement pas prêté attention et j'ai fini par aller dans le salon. Quelques heures plus tard, je suis retournée dans ma chambre pour voir si ma poupée avait bougé. Et il s'avère qu'elle n'était même plus dans ma chambre. Je la chercha partout dans la maison avant de la retrouver dans la chambre de ma mère qui me gronda en me disant de ne pas laisser traîner mes jouets partout. Cette fois, j'en avais assez de cette foutue poupée. Je l'ai donc mis dans un coffre à jouets en le verrouillant à double tour. Je me suis dit que je la libérerais sûrement le lendemain. Je suis finalement partie me coucher aux environs de 22 heures, étant donné que demain, c'était la rentrée. Vers 4 heures du matin, je fus réveillée par une goutte sur ma joue. C'était quelque chose de gluant et son odeur était désagréable. Ça sentait la mort. C'était du sang humain. Je sortis brusquement de mon lit avant de voir, écrit sur le miroir de ma chambre, ces mots. Play with us, c'est-à-dire joue avec nous. Coucou Bastien, comment vas-tu? Je ne savais absolument pas ce qu'il se passait dans la maison. Je voulus prendre ma nouvelle poupée avec moi pour me rassurer quand je remarqua que le coffre avait été ouvert de force et que la poupée n'y était plus. J'ai compris assez rapidement que la poupée jouait à cache-cache avec moi. Je regarda donc dans tous les recoins de la maison avant de constater avec effroi que la poupée se trouvait à côté de ma mère qui était décédée. Juste devant, je pouvais voir un autre message écrit avec son sang. Congratulations, you catch me. Now it's my turn and I feel thank you. Félicitations, tu m'as attrapé. Maintenant, à mon tour, je te trouverai. Je me suis mise à pleurer avant de me précipiter jusqu'à ma chambre où je me sentais le plus en sécurité. J'ai verrouillé la porte à clé et j'ai pensé à plusieurs possibilités de cachette. Sous le lit, c'était trop basique. Dans mon coffre à jouets, j'aurais voulu, mais il ne ferme plus. Il ne me restait plus que le placard. Je me rua dans ce dernier avant de le refermer de l'intérieur. Je pria de toutes mes forces pour que la poupée ne me trouve pas.
J'ai compris qu'il était déjà trop tard quand j'entendis derrière moi une voix robotique. Peekaboo, I found you now, dit Peekaboo, je t'ai trouvé, maintenant meurs. Sympa la poupée, hein. Ça, ça rejoint les lives qu'on avait fait sur les poupées hantées. On en avait fait deux. Toutes ces poupées que Caro voulait mettre au feu. Eh bien, celle-ci, Caro, doit aller aussi dans le feu. Voilà. Quand je vous dis qu'il faut toutes les photos bouchées, voilà. Hello, l'homme battu, avec les clowns. Tu sais que moi, pendant un temps, alors les poupées, j'ai jamais aimé, et encore moins les poupées en porcelaine. Mais tu sais qu'il y a eu un temps, quand j'étais plus jeune, j'avais 24, 25 ans, j'ai fait une collection de clowns. J'en avais tout plein. Des grands, des petits, j'en avais tout plein, tout plein, tout plein. Parce que j'ai toujours bien aimé les clowns, justement. L'histoire suivante est Marie, la marionnette. Donc, on reste dans les histoires de poupées. Mais quelle horreur! Jérôme, surtout qu'il n'y a pas un souffle de vent. Noir, tout était noir autour de moi. Était-ce moi qui étais aveugle ou était-ce car on m'avait bandé les yeux? Une lueur bleutée dansait devant mes yeux, tandis que j'entendais un rire léger et glacial près de moi. J'avais une sorte d'impression de malaise, comme si quelque chose m'empêchait de bouger. Une silhouette se glissa dans la lueur bleue. Je ne pus distinguer ses traits que lorsqu'elle fut à 10 centimètres de mes yeux. Je pensais que je regardais un ange rouge dans les yeux, un ange déchu. Elle avait des cheveux rouges et noirs, assez longs, et sa robe était déchirée par endroits. Son visage aurait pu figurer dans ma liste de conquêtes, et ses yeux ne débordaient pas de maquillage coulé, mais ils avaient pleuré, ainsi que deux filets de sang qui coulaient de chaque côté de sa bouche, qui lui donnaient un air de poupée de ventriloque. Elle se glissa derrière moi, en me prenant l'épaule d'une de ses mains, aux ongles démesurés, et me glissa à l'oreille avec un petit ricanement. Que tu es mignon avec ta soumission forcée envers moi. Ne te sens-tu pas prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un? C'est à ce moment seulement que je remarquai que mes mains et mes jambes étaient attachées à quelque chose de suspendu en l'air. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais bizarrement mou, comme si, comme si on m'avait enlevé le pouvoir d'articuler librement mes membres. La créature retourna face à moi et tendit les fils qui me suspendaient. Ceux-ci vibrèrent en me chatouillant, mais aucun son ne sortit de ma bouche, car ma gorge était nouée. Je me rendis compte que les fils n'en étaient pas. C'était tout simplement mes tendons. En voyant mon expression terrifiée, elle éclata de rire démentiel. Elle éclata d'un rire démentiel. Ah ah, eh bien, ne te sens-tu pas à l'aise ni fier d'être le centre de toute mon attention? Une lumière blanche aveuglante s'alluma et jaillit, et ça me fit refermer les yeux pour oublier cette horrible vision. Je me trouvais suspendue au plafond de ce qui semblait être un chapiteau, et en face de moi se trouvaient des dizaines d'enfants également suspendus de la même façon que moi. Ils étaient tous attachés. Alors, que dis-tu de mon frichau?
On ne fera pas attention à leur visage, je n'ai jamais favorisé la beauté. Elle se retourna vers moi et me caressa les cheveux. Mais toi, tu es différent, tu es beau. Elle me baisa le front et recula de quelques pas, puis elle fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas bouger facilement ta tête. Si la marionnette n'est pas parfaite, ce n'est pas drôle, on ne peut plus jouer. Elle disparut un instant, tandis que j'avais la nausée à cause de tout ce sang dans la bouche. Elle revint en tenant fermement un grand bâton. Je devinais ses intentions, mais je ne parvenais pas à crier. J'arrivais seulement à émettre des couinements destinés à l'abattoir, et j'aurais préféré ça. Elle a disparu à nouveau de mon champ de vision, et je sais qu'elle était dans mon dos. Elle me glisse entre deux ricanements un ça va piquer un peu. Et alors, je sentis une énorme secousse contre ma tête, un courant d'air glacial et un liquide couler dans mon dos. La dernière chose que j'entendis fut: tu sais pourquoi les marionnettes de Mary, de Muppet, sont de si bonne qualité? Tout simplement car j'utilise les matériaux les plus réalistes possibles. Ceci accompagné d'un éclat de rire. Puis le rideau tomba. Ah, celle-là aussi, elle est morbide, hein. Ouais, mais elle est morbide aussi, celle-là. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Vous devriez avoir l'habitude, hein. Écho, mort de peur. Son petit chat, il a peur. C'était un courant d'air. C'est l'histoire de la feuille dont vous discutez. Un peu peur quand même. Alors, on va passer à la suivante, Écho. L'histoire suivante s'appelle Peau rouge. J'habite depuis peu dans un immeuble se situant dans une petite ville. J'ai déménagé à la suite d'un douloureux divorce et je me retrouve là, tout seul. On m'a tout pris. Il ne me reste que mon boulot et mes rares amis comme collègues qui me soutiennent à peine. J'avais rencontré quelques-uns de mes voisins, mais sans plus à vrai dire, et je ne suis pas vraiment souriant et intéressant, donc je les comprends. Caro. J'habite au rez-de-chaussée de cet immeuble, pourtant d'autres personnes de l'immeuble habitaient en dessous de moi, oui, au sous-sol. Je trouvais ça bizarre de laisser des gens habiter dans des endroits peu accueillants comme des caves, mais je pensais aux cas sociaux et aux personnes avec des salaires misérables qui ne pouvaient pas se procurer un meilleur foyer. Encore heureux, j'en ai assez pour vivre une vie respectable. Le soir, j'entendais des bruits venant du sous-sol, des rires faibles, des bruits d'eau ou autre chose. Cela me paraissait bizarre. Plus tard dans la soirée, un cri se fit entendre, un cri de douleur et de désespoir. Il venait du sous-sol. Un frisson me parcourut le long de l'échine. Pourtant, peu après, je crus entendre un rire à peine audible. Je me réconfortai en pensant que cette scène morbide qui avait commencé à se construire dans ma tête avait enfin pris fin. Oui, c'est ça. Quelques jours plus tard, curieux de savoir à quoi ressemblaient ces fameux sous-sols, je décidai de prendre mon après-midi pour les visiter. La porte menant à cet endroit se situait à côté de l'accueil, mais celui-ci était désert, tant mieux d'ailleurs. Arrivé à la porte, je collai mon oreille. Je ne sais pas si je me prenais pour un voleur ou un espion, mais je me sentais ridicule d'avoir fait ça, comme si c'était illégal de rentrer à l'intérieur.
Je poussai donc la porte et découvrais des escaliers plongeant dans le noir quasi total. Je remarquai donc un vieil interrupteur sur le côté, mais l'ampoule semblait ne pas fonctionner. Dommage. Je descendais les escaliers prudemment. Chaque marche semblait craquer sous mes pas, et je retenais ma respiration, me voulant le plus discret que possible. Arrivé en bas, mes pieds étaient plongés dans une eau glaciale et puante. Je remontai donc sur la première marche, dégoûté. Je décidai après quelques minutes de redescendre dans cette eau. Mes chaussures étaient déjà foutues. Autant aller jusqu'au bout des sous-sols. De toute manière, je vais m'ennuyer chez moi. Chaos. Je replongeai donc mes pieds dedans. Elle m'arrivait au niveau du mollet. La progression n'allait pas être simple. Il y avait une légère lueur qui s'échappait d'une porte entr'ouverte, se situant tout au bout du couloir. L'eau semblait aussi provenir de là. J'avais donc rejoint la porte d'où venait la lumière. C'était un appartement, mais quel appartement! Les murs étaient extrêmement écaillés, les meubles étaient pourris et une odeur de moisi, pire que celle du couloir, émanait du salon. Cet endroit avait été conçu rapidement et sans aucun doute clandestinement pour arrondir les fins de mois du propriétaire de l'immeuble. Un bruit d'eau qui coulait abondamment se faisait entendre d'une pièce à gauche du salon. La salle de bain, pensai-je. Je rejoignis donc la source du bruit et y découvris quelque chose aussi immonde. Un homme de corpulence et d'apparence basique flottait dans sa baignoire et présentait des dizaines de trous de la taille d'une bille sur toutes les parties visibles de son corps. Sa peau était aussi étrangement rouge comme un rouge clair. Je me rapprochai doucement pour arrêter le robinet et l'homme ouvrit les yeux pour se débattre d'un mal invisible. Je remarquai des gros vers nageant dans l'eau poisseuse de la baignoire. Le cadavre, en s'agitant comme un poisson hors de l'eau, réussit à m'éclabousser et à me renverser la totalité de l'eau par terre. Je m'en allais donc en courant, entendant les cris horribles de l'homme vivant ces derniers instants. Je me renfermais chez moi, horrifiée, ne croyant pas aux événements vécus. Durant plusieurs jours, je ne me suis pas rendue au travail, me disant que je ne me sentais pas très bien. Je me rendais ensuite dans la salle de bain, j'étais fiévreux. Je pensais qu'un peu d'eau fraîche sur le visage me ferait du bien. Devant le miroir, je découvrais un visage rouge, des yeux éclatés, entouré de cernes sombres et de cheveux gras. Je restais là, contemplant mon visage, dévasté par une maladie qui m'était inconnue. Un mal de ventre me fit pousser un petit gémissement plaintif et je soulevai mon t-shirt, dévoilant des petits trous dissimulés un peu partout sur mon corps. Je tombai par terre, criant de toutes mes forces. Plus les jours passaient, plus les trous se multipliaient, plus mon corps devenait rouge et je devenais fou à m'arracher les cheveux. J'en pleurais tous les jours, ne voulant pas finir comme l'homme du sous-sol. La nuit, je me réveillais, me rendant compte que j'étais debout dans la salle de bain, avec tous les robinets d'eau ouverts. Ils utilisaient mon corps pour installer leur milieu d'origine, l'eau. L'appartement inondé, personne ne semblait s'en préoccuper. Je ne recevais aucun appel, je décidai désespéré de me rendre dans ma baignoire, couteau à la main. Je ne voulais pas souffrir à durée indéterminée dans cette eau contaminée. Torse nu, je plongeais. L'eau rendue presque noire grouillait, et je levai les yeux au plafond, sortis la main droite de l'eau, puis la gauche, tenant mon couteau pour m'entailler le poignet. Triste fin, vous direz-vous? Oh oui, quelle fin de journée médiocre.
Oui, hein, c'est sûrement une histoire de délire, hein. La drogue, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. C'est dégueu. Ceux qui ont le pouvoir de la visualisation, par exemple, un peu comme moi, ça doit faire bizarre parce que on s'imagine vraiment très bien comment c'est le Cup Nord. C'est bon du Knorr, qu'est-ce que tu me racontes? Non, juste le lécher. Et on imagine toujours le pied. Après, quand, au fur et à mesure il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser les scènes et ça peut même être compliqué pour, euh, pour certains travaux de visualisation. Mais moi, quand je lis comme ça des histoires, c'est comme un petit dessin animé qui passe dans ma tête et je vois, c'est comme si j'avais les images qui m'étaient mises dans la tête. Mais rappelle-toi le lien que je t'ai donné concernant le bouillon Knorr pour avoir des fesses. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Oui, les images en tête. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, l'histoire des Knorr mis dans les fesses. Eh ben, je te le rappelle. Ça vous intéresse? Pourquoi vous allez vous mettre des Knorr où je pense? C'est vachement tordu, hein. C'est pour avoir des grosses fesses. C'est quoi cette histoire? En fait, il y a des personnes qui font de la télé-réalité, etc. Elles se mettent des carrés de bouillon Knorr et il paraît que ça fait des fesses bombées. C'est très sombre. C'est plus sombre que les histoires que je vous raconte, on est bien d'accord. Certains ont fini aux urgences. Il fait tout noir. Comment ça, tout noir? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Il fait tout noir. Allume la lumière, Jo, allume la lumière. Bon, franchement, faut avoir un problème, hein. Franchement, d'aller se mettre à cet endroit-là, faut être tordu. Oui, pour le cul. Non, tout noir. Non, mais c'est aberrant. On est d'accord, Rico. On est d'accord. Ah, ça, je ne sais pas parce que je ne sais pas où ça va se mettre, vu que ça fait gonfler les fesses. C'est aberrant. Alors, l'histoire suivante s'appelle Motus et bouche cousue. Connaissez-vous cette expression? Eh bien, cette phrase est tirée d'une ancienne légende qui se serait passée au XVIIIe siècle dans un petit village de la région parisienne. Le village ne comptait à l'époque que d'une petite centaine de personnes. L'air et l'atmosphère qui y régnait étaient tristes et gris. Toutes ces maisons collées, tout alignées dans une grande ligne droite. Les gens qui y habitaient étaient menaçants et crachaient sur les simples voyageurs ou marchands qui ne faisaient heureusement que passer. La grande majorité de ses habitants étaient âgés à cause des jeunes qui s'exodaient dans la capitale pour plus de réussite. Quelques-uns seulement étaient restés. Dans ce petit groupe se trouvait un cancre rejeté et détesté par tout le monde, même par sa propre famille. Il s'appelait Motus. Il vivait dans une petite maison à l'écart des autres. Elle faisait à peine à voir,
un toit presque détruit par les intempéries. Motus était l'exact contraire du village, le soleil contre la pluie. Il parlait et souriait d'un air stupide tout le temps, seul face au village qui ne cessait de le haïr et de le juger dans son dos. Un jour de pluie, très tôt dans la journée, alors que Motus parlait seul, mais toujours avec autant de gaieté dans la voix, la quasi-totalité des villageois enfoncèrent sa porte, fourche à la main, et l'entraînèrent dans sa cave. Plaqué sur la table de la cave, son sourire avait disparu pour laisser place à une bouche ensanglantée et un corps écorché de toutes parts. Il demandait avec la plus grande gentillesse quel mal avait-il pu faire pour recevoir un tel jugement. Rien, que des jurons qui s'abattaient sur son visage. Un sentiment d'effroi le terrassa. Tout le monde se poussait pour laisser place à une vieille dame ridée qui avait en sa main une grosse aiguille et du fil. La torture commença, et quelques minutes plus tard, la douleur fut trop intense pour le jeune homme et il en mourut. Le cadavre de Motus disparut et l'affaire fut classée. Quelques semaines plus tard, la gendarmerie d'un village voisin fut alertée par sa disparition. L'enquête fut courte et abandonnée, faute de preuves. Tous les villageois ricanaient en faisant signe de coudre leur bouche avec les mains, mine de ne rien dire. Mais j'écoutais parce que j'entends un chat hurler. Je vais voir, j'arrive. Attends. Voilà. Je suis partie dans la cave. Non, j'ai pas de cave.
Je sais pas du tout ce qui s'est passé, on n'a rien trouvé, on n'a rien vu, donc on ne sait pas qui c'est qui a crié. À mon avis, on a un qui a dû se battre avec l'autre. Ah, le pot de carreau, il n'y a pas de lumière dans la cave. Ah, c'est ce que dit Lily. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne saurais pas vous dire. Parfois, ça arrive qu'il y ait quelques disputes, mais là, c'était sévère, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas qui s'est battu avec qui. Juste pour que personne ne vienne me chercher. Caro. D'ailleurs, Chachou, il a eu peur parce qu'il est sorti. Il y avait Oana au-dessus des escaliers, il était là comme ça, il regardait. Hardif, il est sans pas là. Il marche pas sur mon clavier, hein, Chouchou. Et Jim est parti voir, mon homme a regardé, il n'y a rien, donc aucune réponse. À mon avis, il y en a un qui a dû se battre avec l'autre. Ça arrive, vous savez, mâles et femelles, de temps en temps, il y a des petites frictions. Surtout que je sais bien que j'en ai un, il a l'art, c'est Gribouille, il a l'art de chercher les autres. Et, et une fois qu'il a cherché les autres et qu'il se fait attaquer lui-même, et ben à ce moment-là, il crie Caïd. Sauf que c'est lui qui les cherche en fait à la base. Chachou, c'est la même chose. Il cherche tout le temps Chachou. Alors du coup, ben, Chachou, il fait pour l'attaquer maintenant. Et c'est ça le problème. Bon, l'histoire suivante, je ne la lirai pas parce que c'est une histoire avec de la pédophilie. Donc celle-là, je ne la prendrai pas. Ah non, je vais passer à la suivante. Je descends. Et c'est pas tellement que c'est un rebelle, parce que c'est plutôt un chacouillon. C'est plutôt un chacouillon, mais il aime bien chercher les autres. Et après, quand il a cherché, eh bien, ouais, non, Caro, voilà, c'est passé, on est passé à la suivante. De toute façon, c'est marqué en grand. C'est marqué en grand au-dessus, attention, lecture avec des trucs un peu ci et là, et c'est mis en grand en rouge avant. Il cherche à sortir de sa zone de confort, ton chat. Oui, je veux bien, mais sauf que ben, ça peut être compliqué parfois parce que justement, il y a des chats beaucoup plus, comment je vais dire, beaucoup plus teigneux à la maison. Même si ce sont tous des amours, entre eux, il peut y avoir certaines tensions. Et beaucoup plus costauds, ouais, comme Jim. Jim et Pookie, c'est des gros chats. Non, lui, il est gros, hein. Niveau taille, c'est un gros chat quand même. Mais c'est un chat, dites-vous que c'est vraiment un chat qui me fait des conneries juste quand il a envie d'embêter les autres, mais quand il a aussi envie de m'embêter ou quand, voilà. Oui, voilà, ils sont territoriaux, bien sûr, hein. Et puis, bah, c'est quand même un chat que j'ai eu en 2017. En plus, il sait pas trop se défendre parce qu'il lui manque des dents, il est opéré et son frère n'a plus de dents du tout. Et ouais, ça arrive, mais au mix. Moi, il y en a, ça va. Mais il y en a, ouais, il y en a, c'est vraiment des teignes, hein. C'est vraiment des teignes. Mais lui et son frère, c'est vraiment des spécialistes de la connerie. C'est des bonnes bêtes, hein, mais quand il y a une connerie à faire, tu peux bien dire qu'ils sont dans le tas. Oui, mais même sur du carrelage, hein, si tu le vois pas de suite, par exemple que ça arrive pendant la nuit, le lendemain, s'il y a des tuyaux de chauffage ou quoi, ça ressèche et un tant soit peu, ça peut être dérangeant, hein. Ça peut être dérangeant. Ah oui, l'odeur, c'est un truc de fou.
Je suis d'accord avec toi. Les bacs, il faut les faire régulièrement. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 bacs. 8 bacs et j'ai bien l'impression parfois que ça suffit même pas avec 8. Plus les deux petits qui ont leur bac dans leur parc, plus le bac qui est ici dans le bureau. Euh, donc voilà. Alors, l'histoire suivante, c'est qui vous êtes ou qui êtes-vous, parce que ça peut être dans les deux sens. Les masques sociaux a quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Caro et Ryan. Je pense que cette histoire va vous faire sourire. Ils nous rendent parfaits aux yeux de la société, mais surtout cachent qui nous sommes en réalité, qui est notre moi intérieur, ce moi que tout le monde ignore, même le reflet de notre miroir. Je suis ce moi, et je parle au nom de tous ces moi emprisonnés depuis toujours dans une cage faite de la folie et de la douleur dont nous nous nourrissons et qui nous transforme lentement en monstres, monstres qui à certains moments échappent à votre contrôle. Exactement. Vos moi, ou plutôt vos véritables vous, blessent des personnes volontairement. Ces personnes blessées se réfugieront dans des cages de folie, laissant place à la personnalité que vous voyez tous. Une simple façade, un mur qui sépare la réalité de notre monde. Ne brisez jamais ce mur, cela pourrait être fatal. Heureusement pour vous, les personnalités les plus monstrueuses sont enchaînées derrière un épais mur d'acier. Vous devez être bien stupide pour tenter de forcer. Ces murs, ces façades n'existent pas pour rien. Ils cachent notre tristesse, notre colère, notre folie. Avez-vous remarqué des personnes souvent dans la lune, généralement les personnes que vous harcelez dans la cour d'un établissement scolaire? Non, ces personnes ne pleurent pas intérieurement. Non, ces personnes ne sont pas stupides ou faibles. Elles réfléchissent simplement à la façon de vous tuer en entendant l'occasion de se venger. Continuer à nourrir son démon intérieur, nous, les moi intérieurs, rirons en chœur lorsque couteau se faufilera dans votre chair. Et quand cette personne murmure un à l'aide, et quand elle se trouve adossée à un mur, incapable de s'échapper, vous moquez d'elle parce que elle pense être différente. Bonsoir, Bloody Girl, bienvenue à toi sur le live. Non, Michael, c'est bientôt Halloween. Oui, j'aime bien ce film Halloween. Bienvenue à toi. Ce soir, on est sur des histoires creepy. Sinon, on fait du paranormal, de l'ésotérisme, du gaming, des vlogs aussi. On fait pas mal de choses sur la chaîne. Qu'est-ce qui est sur Netflix, Ryan? C'est amusant, de là où je suis, dans ce pays des merveilles, je vous vois, tel un spectateur passif dans un film, et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que vous vous ressemblez tous. Est-ce que c'est parce que vous vous cachez de votre véritable identité? À quoi bon? Si personne ne cachait son moi intérieur, le ferais-tu? Non. Vous le cachez car la société le veut. Vous essayez de vous ressembler les uns les autres, c'est tellement ridicule que j'en ris. Pourquoi ne pas laisser éclore votre véritable personne et l'afficher au grand jour? Exposez-la en surface, c'est mieux. À moins que vous ne préfériez passer pour des avatars stupides, un troupeau de moutons, blancs comme neige. Arracher complètement ce masque neutre, dévoiler cette personnalité maltraitée et mutilée,
et faites passer le mot à vos proches. De toute façon, un jour ou l'autre, nous vous aurons détruit entièrement de l'intérieur. Chère petite coquille, n'oubliez pas, soit les œufs sont cassés, soit ils pourrissent à l'intérieur. Halloween, il est sur Netflix. Mais c'est le nouveau, c'est pas les anciens. Interpellante cette histoire. Je trouve elle est intéressante parce que c'est pas faux du tout. Ah, d'accord, c'est le nouveau. Est-ce que quelqu'un l'a déjà regardé, le dernier Halloween 2023? Je vais me pencher dessus si vous me donnez votre avis. Non? Ok. Non. Personne l'a vu? Bon, ben, je vais me le faire alors, hein. Regarde-le, Malili. Ok, merci Ryan, je regarderai. Je le regarderai. Je le regarderai pas demain parce que mon chéri n'aime pas trop les films d'horreur, mais je le regarderai toute seule un jour au soir quand j'aurai terminé mon Discord. Tu as bien aimé, je pense, d'accord. C'est une sacrée histoire qui m'a fait réfléchir beaucoup de vérité. Exactement. Exactement, Echo. Et justement, ça m'a fait tiquer parce que justement, aujourd'hui après-midi, on a parlé de masques. Hier au soir, avec un de nos modérateurs, on a parlé de masques. Et cette histoire est quasiment ce dont on parlait tout à l'heure, que les gens, bien souvent, ils préfèrent se montrer d'une certaine façon. Pas de hasard, exactement, Caro. Ils préfèrent se montrer d'une certaine façon et nous, on les voit selon la façon dont ils se montrent. Et après, euh, ils laissent échapper certaines petites choses qui nous font tiquer. Et là, certains vont être dans l'observation, d'autres pas. D'autres tourneront les talons et partiront parce que ils auront remarqué que des choses clochaient. D'autres vont observer et puis décider de partir. Et d'autres ne verront rien du tout. Ça peut être pas grand-chose, hein. Euh, un jour, Echo, si tu veux, j'ai eu des remarques et ces remarques m'ont fait tiquer de personnes qui me le disaient et je me suis dit, tiens, après, il faut se remettre en question parce que clairement, c'est toujours bien de se remettre en question et de se poser les bonnes questions. Et puis après, la phase suivante, c'est d'en parler avec des personnes qui sont proches de vous et avec qui que vous avez confiance. Alors, personnellement, la première personne avec qui j'en ai parlé, bah, c'est avec mon chéri. Et puis j'en ai parlé avec certains de mes modos, avec des personnes autour de moi. Et en fait, ces personnes-là ont eu quasiment le même ressenti, même bien longtemps avant moi. Et je me dis, ouais, ben en fait, je me suis encore trompée parce que je pensais que la personne était comme moi, c'est-à-dire authentique. C'est comme ça, il faut l'accepter, ça fait partie de la leçon de vie et de la vie. Et on est tous là pour avancer, hein. C'est pas pour ça que ça fait de ces personnes-là des personnes méchantes. Mais ça fait de ces personnes-là, malheureusement, un manque d'authenticité, tout simplement. Certains dès la première fois, tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord. En général, mon chéri, c'est pareil, hein. Au bout d'une fois ou deux, il peut déjà me dire, ouais, telle personne, elle est bien, l'autre pas trop. Après, on peut ne pas être sur la même longueur d'onde et malgré tout apprécier les personnes et que les personnes soient authentiques. Je pense que c'est même pas encore ça.
Pauvre Caro. L'histoire suivante s'appelle Cette fillette. Ah non, non, on peut pas la lire non plus, celle-là. L'histoire suivante s'appelle la légende de la Pascalita. Ça, je suis d'accord avec toi. Au bout d'un certain temps, ça coince, ça, je suis d'accord. Mais on n'a pas nécessairement toujours le même avis pour tout, et c'est pas pour ça que on n'est pas des bonnes personnes ou des personnes authentiques. Ça n'a rien à voir. Le fait, c'est que les personnes montrent une face d'elles que l'on croit bien, et en fait, on se rend compte que ce n'est qu'une façade. Et c'est après des trucs insignifiants hein, que vous pouvez vous en rendre compte. Et puis, à partir du moment où un truc se passe, un deuxième, un troisième, un quatrième, vous emboîtez tout, et là, vous vous dites, ouais, mais là, j'ai lu, c'est moi, ou... Parce que c'est toujours la question qu'on se pose, hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, à Chihuahua, au Mexique, la légende raconte que le corps d'une jeune fille embaumée se trouve dissimulé sous la cire d'un mannequin. Certains affirment que parfois la belle s'anime, se promenant dans la boutique où elle est exposée, bougeant ses yeux de verre et souriant, ses rêves, ses lèvres glacées. Le 25 mars 1930, quand Pascalita Peralez Pérez Esparza exposa pour la première fois la grande figure de cire dans la vitrine de sa boutique. Elle fit sensation, vêtue d'une robe de mariée de la nouvelle collection printemps-été, ses yeux pétillants, sa peau rosée, son sourire mystérieux, ses mains marbrées de ridules et ses ongles abîmés étaient si réalistes que les passants s'arrêtaient pour la contempler subjuguée. Quand il lui demanda où elle avait pu se procurer, parce que provoquer ça ne va pas, se procurer un aussi beau modèle, Pascalita répondait qu'elle l'avait fait venir de Paris, où elle l'avait acquis à Mexico, dans une boutique prestigieuse, El Puerto de Liverpool, qui proposait de la dentelle, des rubans, des fleurs de tissu, des boutonnières et différents produits dont elle se servait pour confectionner ses robes de mariée. Elle expliqua qu'au début, les propriétaires s'étaient montrés réticents à lui vendre, mais qu'elle les avait menacés d'arrêter de leur acheter des fournitures et qu'ils avaient alors cédé. La manière pouvait sembler un peu rude, mais Pascolita s'était véritablement entichée de ce mannequin et elle le voulait à tout prix. Comme elle l'avait exposé pour la première fois le jour de l'incarnation, elle l'avait baptisé Conita Conita. Mais il ne fallait pas longtemps pour garder ce nom. Mais il n'allait pas garder ce nom très longtemps. Voilà. Faut cramer les poupées. C'est pas une poupée, ça, mannequin. Si tout le monde s'accordait à dire que la femme de cire ressemblait étrangement à Pascolita ou à sa sœur Cuca, certains, qui l'observaient plus attentivement que les autres, remarquèrent qu'elle était la réplique parfaite de sa fille qui était morte de manière tragique peu de temps auparavant, le jour même de son mariage. La jeune fille qui était donnée comme particulièrement belle se trouvait devant l'autel quand elle s'est fait piquer par une veuve noire ou par un scorpion. Personne n'en était sûr, et sa disparition avait laissé sa mère inconsolable. Une sordide rumeur se mit alors à courir qui disait que Pascalita refusait de laisser partir sa fille et qu'elle avait fait embaumer son corps et qu'elle l'exposait dans la vitrine de sa boutique. La malheureuse mère commença à recevoir des appels anonymes de personnes qui s'indignaient de voir son geste morbide et maugrer des paroles incompréhensibles sur les lois divines. Espérant mettre à terme à ce harcèlement,
Elle fit alors rédiger un démenti formel par un notaire public qui fut ensuite diffusé dans tous les journaux de la ville, mais il était déjà trop tard et personne ne l'a cru. La belle Conita fut alors rebaptisée la Pascolita, du prénom de sa propriétaire. Suite à cette annonce, la renommée de la Pascolita s'étendit rapidement et de toutes les grandes villes du Mexique, une foule qui espérait voir la jeune fille embaumée accourut à l'angle des rues Victoria et Acapampo, où elle se trouvait. Ça cria de monstrueux embouteillages et força la police à intervenir. Certains qui cherchaient la vérité des rumeurs inspectaient soigneusement le mannequin sans s'en approcher, mais d'autres le malmenaient, tirant les cheveux ou enfonçant leurs ongles dans cette peau de cire. Le phénomène prit bientôt une telle ampleur que, las de devoir se déplacer sans cesse, les autorités décidèrent d'envoyer certains de leurs représentants à la boutique afin de déterminer la nature exacte de l'objet. Par un malheureux hasard, quand les policiers se présentèrent au magasin, Pascaluta était en train de nettoyer le mannequin et elle leur proposa de revenir plus tard. Refusant de partir sans l'avoir inspecté, ces messieurs insistèrent et Pascaluta, se voyant obligée de céder, les amena jusqu'à la pièce où séchait sa protégée. Le corps pudiquement recouvert d'un peignoir et les cheveux entourés dans une serviette. Cependant, si elle accepta de leur montrer son visage, elle refusa obstinément de la dévêtir, et faisant appel à la décence, elle réussit à les convaincre d'en rester là. Personne ne sut jamais les propos qui furent échangés ce jour-là, mais par la suite, quand certains demandaient aux policiers si la poupée de cire dissimulait réellement le corps d'une jeune fille, alors il restait évasif, ne confirmant ni n'affirmant, ce qui contribua à accréditer l'hypothèse dans l'esprit de chacun. Au début des années 1960, certains rapportèrent que parfois, à la nuit tombée, la mariée de cire prenait vie et qu'elle se levait dans la rue de Chihuahua. Apparemment, ce prodige était l'œuvre d'un mage français qui, passant par hasard devant la boutique, s'était arrêté devant Pasqualita, stupéfait par sa beauté, et il l'avait ramenée à la vie par quel sortilège dont il avait le secret. Brûlant d'amour pour elle, l'homme réveillait sa bien-aimée tous les soirs à 22 heures, puis il la ramenait au petit matin, juste avant que la ville ne s'éveille. Cette histoire dura peut-être 2 mois, puis le mage disparut comme il était venu. 22h22. Personne ne sait si la belle continua ses promenades nocturnes au cours des années suivantes, mais en 1967, peu après la mort de Pasqualita Esparza, de nouvelles histoires vinrent le jour dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant. Elle racontait que parfois la mariée de cire souriait aux promeneurs qui passaient devant la boutique et qu'elle tournait la tête pour les suivre du regard. Certains qui étaient restés interdits devant la vitrine juraient avoir vu des veines rouges se dessiner dans le blanc de ses yeux. Les habitants de la ville disaient que parfois, à la nuit tombée, la Pasqualita errait dans le magasin et que souvent, au petit matin, sa position initiale avait changé. Ces rumeurs étranges confirmèrent les doutes de certains qui pensaient que la grande figure était hantée par l'âme de la fille de Pasqualita, prisonnière malheureuse d'une couche de cire, et d'autres supposèrent que l'esprit de Pasqualita, qui aimait tant son beau modèle, s'était réfugié après sa mort. Au fil des années, la légende se fit connaître et de nombreux visiteurs qui venaient d'Amérique du Sud, des États-Unis et même d'Europe
affluèrent à la boutique, collant leur nez à la vitrine pour tenter de deviner si le cadavre se trouvait réellement sous la cire. Les détails du mannequin, l'expression de son visage, les vrais cheveux, les ongles imparfaits, les pliures de ses mains leur inspiraient un malaise indéfinissable et souvent ils en reparlaient avec la conviction que la chose exposée dans la boutique était bien le corps embaumé d'une jeune fille. De nos jours, grâce aux manifestations paranormales supposées de ce mannequin de cire, la Populaire n'a jamais aussi bien porté son nom car elle est devenue la boutique de robes de mariée la plus fréquentée de la ville. Les employés du magasin qui côtoient quotidiennement la Pasqualita l'avaient vue bouger, pleurer, transpirer, et elle aurait rapporté l'apparition de veines rougeâtres et bleuâtres sur ses jambes et dans ses yeux, qui se seraient estompés quelques instants par la suite. Troublés par ces incidents, certains auraient préféré démissionner. Quant aux autres, ils éviteraient soigneusement de s'en approcher. Malheureusement, sa robe de mariée doit être changée 2 à 3 fois par semaine, ce qui reste un moment particulièrement redouté par les vendeuses, comme en témoigne Sonia. Chaque fois que je vais à proximité de Pasqualita, mes mains se couvrent de sueur. Ses mains sont très réalistes et elle a même des varices sur les jambes. Je crois que c'est une vraie personne. D'ailleurs, la Pasqualita est traitée comme une vraie dame. Le rideau est tiré à chaque fois qu'elle change de robe et chaque semaine, ses longs cheveux sont shampouinés, coiffés et puis elle est maquillée de façon à être avec sa nouvelle tenue. Parfois, la robe ne serait pas à son goût et elle ferait le savoir à sa manière, attendant patiemment la nuit pour se rendre dans l'arrière-boutique et se changer. Les activités de Pasqualita seraient régulièrement remarquées par les passants qui rapporteraient régulièrement un sourire fugace, ses regards insistants, ses mouvements furtifs et ses errances nocturnes. La beauté ferait toujours des ravages et certains, qui se disent amoureux de la jeune femme de cire, embauchent des musiciens pour lui jouer des sérénades afin qu'elle se sente au moins seule. De nombreuses ballades populaires ont été écrites en son honneur, comme si vous pouviez, comme vous pouvez le découvrir. Selon M. Mario González, le propriétaire actuel de la boutique, la Pasqualita aurait même fait un miracle. Une femme avait eu une violente dispute avec son petit ami à proximité de la boutique. Au moment où elle se tournait pour s'éloigner de son amant, il a sorti un pistolet et lui a tiré dessus. Comme elle s'effondrait, elle a levé les yeux et elle a vu la figure de la vitrine du magasin. Alors elle dit: Sauve-moi, Pasqualita, sauve-moi. Et vous savez quoi? Elle a survécu. Depuis, la femme vient régulièrement allumer des bougies devant la vitrine de la boutique pour remercier Pasqualita.